Alors, bonjour à tous. Merci de nous joindre aujourd'hui pour notre webinaire collaboratif de la Fondation canadienne du foie et le Centre de transplantation HMERA au Réseau universitaire de santé sur les maladies du foie et la transplantation hépatique. Je m'appelle Nem Maksimovic, je suis directeur principal de service d'information et de soutien à la Fondation canadienne du foie et je serai le modérateur et co-hôte de ce webinaire aujourd'hui. Co-animé avec moi aujourd'hui est bénévole de longue date de la Fondation canadienne du foie, Mme Maë Côté. Maë, juste pour une introduction de vous. Merci, Nem. Donc, je m'appelle Maë Côté. Je suis originaire du nord du Nouveau-Brunswick. Je suis en ce moment en train de faire de la recherche en physique chimique. Je suis graduée de l'Université d'Ottawa en sciences et puis je poursuis mes études au doctorat de pharmacie de l'Université de Toronto cet automne. Ça va faire 2 ans que je suis maintenant bénévole pour la Fondation canadienne du foie. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir et je souhaite à tout le monde une excellente soirée. Merci, Dante. Donc, je voudrais juste commencer par reconnaître que le Bureau national de la Fondation canadienne du foie à Markham, en Ontario, est situé sur le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe et des peuples Haudenosaunee, qui sont couverts par les traités du Haut-Canada. Et le centre de transplantation d'HMERA et le centre d'organes vivants aussi, au réseau universitaire de santé, sont situés sur le territoire traditionnel des Mississauga de Credit, des Anishinaabeg, des Chippewa, Haudenosaunee et des Wendat, qui abritent maintenant de nombreuses Premières Nations diverses, peuples inuits et métis. Pardon. Nos conférenciers aujourd'hui vont discuter de la maladie du foie avancée, de la gestion clinique et des options de traitement de l'insuffisance hépatique. Le programme de transplantation du foie du réseau universitaire de la santé, des voies vers la transplantation du foie, des raisons pour lesquelles les donneurs vivants font un don et de la chirurgie et de la récupération. Nous aurons également un conférencier patient suivi d'une séance de questions et réponses à la fin des présentations. N'hésitez pas à utiliser le fil de commentaires pour poser vos questions pendant la présentation et notez que les questions vont être répondues après la présentation. La session va être disponible après l'événement sur les pages Facebook et YouTube de la Fondation canadienne du foie et du Centre du don d'organes vivants pour les prochains jours. En ce moment, j'aimerais souhaiter la bienvenue à la Dr Mamata Bhatt. Dr Bhatt est une hépatologue et clinicienne chercheuse au programme de transplantation d'organes multiples au réseau universitaire de la santé. Elle est professeure adjointe à la division de gastro-entérologie du département de médecine de l'Université de Toronto. Dr Bhatt, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Maë et Nem. Alors, il me fait grand plaisir de vous rejoindre ce soir pour ce webinaire éducatif sur la transplantation hépatique ou la greffe du foie. Alors, je vais couvrir les sujets suivants. On va commencer avec les maladies du foie, suivi de la transplantation hépatique, le donneur vivant, le don vivant. On va discuter des avantages et des risques de la transplantation hépatique et du don vivant. Et finalement, on va conclure avec une séance de questions, une table ronde. Alors, les fonctions du foie, la maladie chronique du foie, de quoi s'agit-il? La cirrhose, de quoi s'agit-il? La transplantation hépatique et le donneur vivant. Alors, c'est ça qu'on va couvrir pendant ce soir. Le foie est vraiment un organe vraiment complexe. Alors, pèse 1 kg, se situe dans le cadran supérieur droit de l'abdomen. Il se compose de 2 lobes principaux. Alors, vous allez voir ici, il y a 2 lobes qui composent le foie. Il y a plusieurs lobules, alors des parties, des composantes qui sont connectées aux voies biliaires. Alors, plus de 1000 lobules. Et les voies biliaires et les conduits se rejoignent pour former le canal hépatique commun qui transporte la bile produite par les cellules du foie vers la vésicule biliaire et le duodénum.
Alors, le foie effectue plus de 500 fonctions. C'est vraiment un organe qui est vraiment complexe. C'est vraiment l'industrie, comme il est vraiment un organe qui effectue les produits chimiques, les différentes sortes de fonctions chimiques qui sont essentielles à la vie. Il y a 3 grandes catégories de fonctions du foie. Alors, le foie agit comme un filtre, il est une usine et finalement, il détoxifie les toxines, les déchets métaboliques et les médicaments. Alors, on va commencer avec le filtre, le foie qui agit comme un filtre. Il transforme les nutriments absorbés par le tube digestif. Alors, tout ce qu'on ingère, va voyager dans le tube digestif, l'œsophage va voyager vers l'estomac et finalement vers le petit intestin. Et dans le petit intestin, il y a des réactions, il y a l'absorption des différents nutriments qui finalement vont voyager par la veine portale vers le foie où ces nutriments-là vont être transformés dans différents produits chimiques. Mais la première chose aussi, comme au-delà des nutriments, c'est aussi qu'il y a peut-être des pathogènes comme les bactéries ou d'autres agents qui peuvent aussi être transformés. Quand ces nutriments sont absorbés, les bactéries aussi peuvent voyager par la veine portale vers le foie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le foie a vraiment un gros composant de cellules immunitaires, tels les macrophages. OK? Alors, c'est un type de globule blanc qui va essayer de combattre les bactéries. Et aussi, le foie génère des facteurs immunitaires comme le complément qui va détruire et aider à détruire les bactéries. Alors, c'est vraiment comme un filtre. Mais c'est aussi une usine. Alors, tel que j'avais dit tantôt, c'est vraiment comme l'industrie ou l'usine de produits chimiques et de différentes sortes de réactions chimiques. Alors, le foie sécrète de la bile, produit des protéines plasmatiques telles l'albumine. L'albumine, c'est la protéine essentielle pour maintenir notre tension artérielle. Alors, la tension artérielle est vraiment importante à maintenir pour permettre la perfusion sanguine de notre corps entier. Alors, l'albumine, c'est un composant essentiel pour maintenir la tension artérielle. Aussi, des facteurs de coagulation sont produits par le foie. Alors ça, c'est essentiel pour permettre la coagulation. Alors ça permet que, par exemple, si on a une blessure, on ne saigne pas trop, on a la coagulation du sang. Alors quand le foie ne travaille pas très bien, ces facteurs de coagulation ne sont pas très bien produits. Aussi, le foie métabolise les protéines, les glucides, y compris les réserves de glycogène, métabolise les lipides. Il régule aussi l'apport en vitamines et minéraux essentiels. Alors, il y a plein de protéines qui sont produites qui vont se lier à des vitamines et des minéraux essentiels pour modérer le niveau de vitamines et minéraux essentiels dans le corps. Il régule aussi les hormones. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le foie produit les protéines qui vont se lier à des hormones. Par exemple, l'hormone du thyroïde, alors le thyroïde binding globulin, je ne peux pas le traduire en français, mais c'est comme une protéine qui va se lier à l'hormone du thyroïde. Et aussi, il y a d'autres hormones de ce type-là qui vont aussi être liées. Alors, leur niveau dans le sang va être modéré par ces protéines qui sont produites par le foie. Finalement,
La troisième catégorie de fonction, c'est la détoxification. Alors, le foie excrète la bilirubine, élimine les déchets métaboliques, sécrète 600 ml de bile par jour, qui est composé d'eau, d'électrolytes et de composés organiques. Alors, tels les acides biliaires, qui sont des détergents biologiques, les phospholipides et le cholestérol. Alors, je vais commencer avec une question maintenant. Alors, on va demander à tous ceux qui sont présents, je sais qu'on n'a pas d'interaction directe, mais je vais juste vous demander de réfléchir un peu à ça. Alors, quelles sont les causes de la maladie du foie? L'hépatite C, la stéatose hépatique non alcoolique, l'alcool, la cholangite biliaire primitive, la maladie de Wilson ou tout ce qui précède. Alors, la réponse, c'est tout ce qui précède. Alors, toutes ces conditions-là peuvent mener finalement à la cirrhose du foie. Maintenant, on va parler un petit peu de toutes ces conditions-là. Il y a beaucoup de conditions qui peuvent mener à la cirrhose finalement. Il y a des conditions d'hérédité telles l'hémochromatose, la maladie de Wilson, le déficit en alpha-1 antitrypsine, l'auto-immunité des maladies auto-immunes telles l'hépatite auto-immune, la cirrhose biliaire primitive, la cirrhose sclérosante primitive, les virus tels l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D, les toxines telles l'alcool et certains médicaments énumérés ici, la stéatose hépatique, il y a des causes vasculaires et l'insuffisance hépatique aiguë est aussi comme une manifestation de maladie du foie. Alors, il y a toutes ces causes-là, mais vraiment, il y a beaucoup plus d'autres causes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces causes-là, la plupart de ces causes-là, vont agir comme une insulte au foie. Et ce qui se passe, c'est que quand on a une insulte au foie, on va avoir une réaction du système immunitaire, une inflammation qui va se produire pour combattre ces toxines ou ces insultes. Et ce qui se passe, c'est qu'avec ce cycle d'inflammation, il y a aussi comme une stimulation de production du collagène. Alors, la collagène, ça va causer une fibrose du foie. Alors, au fil du temps, au cours de plusieurs années, ça peut être 2, 3 décennies, 4 décennies, au cours de plusieurs années, finalement, ça peut mener à la cirrhose du foie. Et avec ça, la raison pour laquelle ça prend tellement d'années, c'est parce que le foie est aussi capable de se régénérer. Alors, c'est ça qui est vraiment intéressant avec le foie, c'est le seul organe solide qui est capable de régénérer. Alors, les autres organes ne sont pas capables de se régénérer. Alors, au fil du temps, quand il y a cette régénération en réponse aux insultes, on peut finalement avoir une accumulation de mutations qui peuvent mener au cancer finalement. Alors, c'est ça qui est vraiment unique au foie. Alors, au fil du temps, on peut avoir la cirrhose, mais on peut aussi, au fil du temps, développer le cancer du foie s'il y a une inflammation qui continue et qui est dynamique. Alors, les maladies chroniques du foie sont souvent difficiles à diagnostiquer car les symptômes peuvent être vagues ou confondus avec d'autres problèmes de santé. Il y a même des gens qui vont avoir des lésions comme des cancers. Ça va peut-être pas se présenter, la plupart du temps, ça ne va pas se présenter avant qu'il y ait développement de cancer un peu plus avancé. Alors, c'est ça qui est vraiment unique et qui rend la diagnostic un peu plus difficile à faire. Alors, les facteurs de risque aussi varient. Il y a plus de 100 formes différentes de maladies, comme j'avais dit tantôt. Et néanmoins,
nombreuses maladies du foie peuvent être prévenues, gérées et même guéries dans certains cas. Alors, l'hépatite C, c'est vraiment une histoire vraiment importante et significative. Alors, l'hépatite C, maintenant, on est capable de guérir à un taux au-dessus de 99 %. Alors, c'est vraiment une histoire très intéressante et importante en hépatologie. Alors, si on peut identifier les maladies du foie de façon précoce, ça peut comme changer l'histoire de la maladie au fil du temps. Pour ce qui est de la mode de vie, on peut comme faire de notre mieux, de suivre une alimentation saine, de faire de l'exercice, réduire la consommation d'alcool, éliminer des pratiques à haut risque liées à l'hépatite virale. Pour ce qui a rapport au diagnostic, alors les tests hépatiques incluent l'ALT, l'AST et l'ALP. Alors, l'ALT et l'AST, ce sont des enzymes hépatiques qui sont produits quand les cellules hépatiques sont détruites. Alors, s'il y a un dommage chronique au foie, on va avoir des cellules qui meurent et avec ce phénomène, on va avoir production d'ALT et d'AST qui vont circuler dans le sang. Pour ce qui est de la fonction hépatique, la bilirubine, l'INR et l'albumine, ce sont des tests de fonction hépatique. On va aussi tester pour les virus d'hépatite B ou d'hépatite C, les tests immunologiques pour les maladies auto-immunes, des tests pour dépister une surcharge en fer ou en cuivre. On va aussi conduire on va demander aux patients s'ils ont une consommation excessive d'alcool à long terme, s'ils ont la diabète ou l'obésité ou des antécédents familiaux de maladies hépatiques. Et aussi, on va faire des tests d'imagerie tels l'échographie et aussi l'élastographie transitoire. Et finalement, la biopsie du foie, ça c'est la procédure de diagnostic qui est de plus haut standard, c'est pour déterminer ce qui cause la maladie du foie et le degré de fibrose, mais avec les tests de dépistage que j'ai nommés tantôt, on pourrait, dans la plupart des cas, faire le diagnostic. Alors, la cirrhose du foie, j'en ai parlé tantôt. Au fil du temps, on peut avoir une accumulation de fibrose ou de cicatrices du foie qui va mener à la cirrhose du foie. Alors, vous voyez ça côté droit ici. Vous allez voir que ça, c'est vraiment un foie qui est cirrhotique et ça, c'est un foie normal. Alors, comme j'ai dit tantôt, c'est l'inflammation persistante qui va entraîner un dépôt de collagène et finalement peut engendrer la fibrose. Le tissu cicatriciel va tuer les cellules hépatiques saines et provoquer la formation de plus de tissu cicatriciel. Ça va affecter le flux sanguin dans le foie et mener à l'hypertension portale. Et au stade léger à modéré, la fibrose ne provoque souvent aucun symptôme. Alors, pour ce qui est de la cirrhose compensée, on ne va pas nécessairement se sentir malade. On peut se sentir fatigué, manquer d'appétit. Il y a un risque de cancer primitif du foie. Alors, c'est important de faire des échographies de dépistage à tous les 6 mois et traiter la cause sous-jacente, surveiller et traiter les symptômes. Et la cirrhose est irréversible dans la plupart des cas, mais particulièrement chez les gens qui sont un peu plus jeunes, il y a possibilité de régénération pour permettre un peu une amélioration dans la fibrose. Alors, c'est possible de réverser la cirrhose à un certain niveau dans certains cas, mais la plupart du temps, la cirrhose va être relativement irréversible. Les statistiques canadiennes, alors les maladies chroniques du foie touchent plus de
3 millions de personnes au Canada. On prévoit une hausse dans les années à venir en raison de l'augmentation de la stéatose hépatique non alcoolique, du diabète et de l'obésité, qui sont des épidémies qui sont en parallèle avec la stéatose hépatique. Le taux de mortalité pour les maladies chroniques du foie a atteint plus de 10 décès par 100 000 en 2021 et on a environ 5 000 décès attribuables à une maladie du foie à tous les ans. Que se passe-t-il quand on a une défaillance du foie? Alors, ça veut dire que les cellules hépatiques ne fonctionnent pas très bien. L'usine est faible, ne produit pas les protéines qui sont nécessaires à la survie de la personne. Il y a plus de saignement. La fonction de détoxification ne fonctionne pas aussi bien. Alors, on a l'encéphalopathie, la jaunisse, et on utilise le score MELD. Le MELD sodium, c'est un score qui nous donne une réflexion de la fonction hépatique. Et finalement, l'hypertension portale, alors ça, c'est, comme j'avais dit tantôt, quand on a la cirrhose du foie et on développe une cirrhose qui est plus avancée, ça va pousser, ça va causer une pression sur la perfusion du foie. Alors, on a le vaisseau sanguin, la veine portale qui va essayer de perfuser le foie, mais quand il y a une compression sur ce vaisseau-là, on va développer ce qui s'appelle l'hypertension portale. Et quand on a une hypertension portale, cette pression veut se redistribuer dans d'autres parties comme la rate et aussi l'œsophage. Alors, les gens vont peut-être développer des varices. Alors, ça veut dire des veines dilatées dans l'œsophage. Et finalement, ils peuvent aussi développer de l'acide. Alors, ça veut dire du liquide dans l'abdomen et dans les jambes. Et j'avais parlé de l'encéphalopathie aussi. Alors, ça veut dire qu'il y a un taux d'ammonia qui va causer des problèmes au niveau du cerveau. Alors, ce taux d'ammonium élevé va être converti à des facteurs de transmission neurologique qui sont fausses et finalement causer un effet sédatif. Alors, ça veut dire que les gens qui ont une cirrhose décompensée ou une défaillance du foie vont avoir une confusion, un effet sédatif au niveau cognitif. Alors, ils sont pas capables de bien réfléchir, leurs pensées ne sont pas aussi claires et concrètes. Alors, c'est ça qu'on voit comme manifestation quand le foie est en défaillance. Alors, pour ce qui est du score MELD, ce résultat-là se situe entre 6 et 40. Un score de 11, ça se convertit à un taux de mortalité à 3 mois de 6 %. Un score de 33 va être lié à un taux de mortalité à 3 mois de 53 %. Alors, on va normalement envisager une transplantation hépatique ou une greffe du foie quand le score de MELD sodium est de 15 et plus haut. Et c'est vraiment cas par cas si le score se situe entre 10 et 15. Évidemment, on peut avoir des différences interindividuelles et finalement, c'est l'équipe des pathologies qui va déterminer ce qui constitue une indication pour la transplantation. Alors, tantôt, j'ai parlé déjà d'hypertension portale, alors de l'acide. Et avec l'acide, on peut avoir une infection de l'acide ou le liquide dans l'abdomen. Et ça, c'est parce qu'on peut avoir les bactéries qui sont à l'intérieur du petit intestin et du grand intestin
peuvent traverser le mur du petit intestin ou du grand intestin. Et ça, c'est parce que les parois ne sont pas aussi, ils sont un peu plus perméables quand les gens ont la cirrhose décompensée. Alors, ça veut dire que les bactéries vont pouvoir entrer dans le liquide, l'acide, et causer une infection. Et aussi, en même temps, les gens qui ont la cirrhose du foie ne sont pas capables de produire les facteurs de complément pour bien protéger l'individu d'infections bactériennes. On a aussi les varices œsophagiennes et l'encéphalopathie hépatique que j'avais au sujet duquel on avait discuté tantôt. Alors, la transplantation hépatique, c'est indiqué en cas de cirrhose décompensée, quand on a le cancer du foie ou quand on a l'insuffisance hépatique aiguë. Alors, le foie, c'est le seul organe où on n'a aucune machine qui peut remplacer les fonctions de cet organe. Alors, pour les autres organes du corps, on a toujours une machine qui peut au moins servir de pont ou qui peut aider les gens à survivre un épisode jusqu'à ce qu'un organe devienne disponible. Mais dans le cas du foie, on n'a pas une machine, on n'a pas de machine qui va pouvoir remplacer les fonctions du foie. Alors, les indications pour l'inscription des patients, quand il y a une absence de contre-indication évidente à la transplantation, l'espérance de survie de 5 ans est de plus haut ou égal et supérieur ou égal à 60%. Quand la maladie du foie chronique est en phase terminale, et j'avais parlé tantôt concernant le carcinome hépatocellulaire, les maladies hépatiques alcooliques, l'insuffisance hépatique fulminante et d'autres indications telles les maladies métaboliques. Je vais un peu vous donner une perspective historique parce que c'est vraiment impressionnant comment la transplantation hépatique a vraiment évolué à travers les années. Alors, c'est en 1963 qu'on a eu la première transplantation hépatique chez un être humain à Denver. Alors, ça, c'était après plusieurs essais avec des modèles plus expérimentaux. Alors, finalement, on a pu se rendre à la première transplantation hépatique chez un être humain à Denver. Alors, c'était Dr. Starzl à ce moment-là qui avait effectué la première transplantation. En 1967, c'était la première transplantation hépatique réussie avec une survie d'1 an. Et en 1970, on a eu la première au Canada qui a eu lieu à Montréal. Alors, jusqu'alors, la survie à 1 an était de 25%. En 1983, les instituts nationaux de santé aux États-Unis ont établi que la transplantation hépatique était cliniquement acceptée comme traitement définitif de l'insuffisance hépatique. Alors, c'était plus expérimental. Alors, finalement, ils ont dit que c'était vraiment un traitement définitif pour l'insuffisance hépatique chronique ou aiguë. Et au fil des années, on a eu vraiment des améliorations au niveau des médicaments anti-rejet et aussi avec les différentes techniques, incluant la transplantation hépatique avec le donneur vivant. Alors, il y a eu plusieurs développements au fil des années qui ont finalement permis que la transplantation hépatique a pu être associé avec de plus en plus de succès. Alors, pour les donneurs d'organes, on a différents types de donneurs d'organes. On a les donneurs d'organes en état de mort cérébrale. Alors, ça, c'est des donneurs qui ont décidé qui voulaient donner vie. Alors, ils ont
peut-être signer la carte pour indiquer leur vœu au niveau du don d'organes. Alors, on a aussi les donneurs d'organes en mort cardiaque qui sont associés avec ces critères ici. Alors, le cœur s'arrête de battre et puis on a le prélèvement d'organes. Ça, c'est associé avec un risque légèrement plus élevé de complications. On a aussi les donneurs vivants. Alors, au Canada, on a 2 programmes qui peuvent offrir le don vivant. Alors, dans ce cas-ci, on va vraiment utiliser ou vraiment mobiliser cette capacité du foie très unique. Alors, le foie est vraiment capable de se régénérer vraiment rapidement, comme j'avais dit tantôt. Alors, le donneur vivant garde 30 à 40 de son foie et le récipiendaire va recevoir 60 à 70 Et ce qui se passe avec ça, c'est que les 2 morceaux de foie vont pouvoir se régénérer à un volume normal en 12 semaines. 12 semaines, vraiment. Alors, 3 mois. Dans 3 mois, ils peuvent vraiment avoir un volume ou réussir à un volume qui est presque normal à 3 mois. Et finalement, ça va devenir normal après ça, mais c'est vraiment quelque chose d'unique au foie où on a la capacité d'offrir le don vivant. Et ce qui est vraiment intéressant avec ça, je vais vous en parler un peu plus à ce sujet-là, mais ça va diminuer le risque de mortalité sur la liste parce que dans plusieurs juridictions, comme dans plusieurs provinces ou États en Amérique du Nord, on a un taux de mortalité sur la liste de 25 Alors, c'est parce qu'on n'a pas assez d'organes pour la demande. Alors, ça va donner un taux de mortalité jusqu'à 25 à 30 même dans quelques provinces ou États. Alors, avoir accès à un donneur vivant et un programme où on peut offrir cette capacité, ça peut vraiment réduire le taux de mortalité. Et je vais un peu plus vous en parler dans les diapositives qui suivent. Alors, le 27 juillet, on avait 380 Canadiens en attente d'une transplantation de foie. Alors, présentement, il y a 380 Canadiens qui attendent. Encore au sujet du donneur vivant, on a cet organe qui est vraiment capable de se régénérer. Ça permet de sauver des vies avec un temps d'attente minimal, quelles que soient les caractéristiques démographiques, les indications. Il y a diminution du risque de décès pendant la période d'attente et on a un retour plus rapide à la santé et à une bonne qualité de vie. On a des meilleurs résultats à long terme et un organe de meilleure qualité. Alors, la raison pour laquelle, comme j'avais dit, on n'a pas assez d'organes pour la demande. Et ça veut dire que les gens qui vont recevoir un organe de donneur décédé, ils vont être beaucoup plus malades au moment de la transplantation. Ça veut dire qu'ils vont peut-être pas être capables, comme ils vont être beaucoup plus malades, ça veut dire qu'ils vont être peut-être un peu plus mal nourris, ils ne vont pas être capables de se mobiliser autant, ils ne sont pas dans un état de santé qui va permettre une récupération rapide de la chirurgie. Alors, la chirurgie hépatique, la transplantation hépatique, c'est vraiment une grosse opération. Puis, se récupérer de ça, ça va prendre du temps. Dans tous les cas, mais la durée du temps dont on a besoin de récupérer pour se récupérer, ça va être beaucoup plus court avec un donneur vivant versus un donneur décédé.
Pour ce qui est de la survie après une transplantation hépatique, alors la survie à 1 an, c'est considérablement amélioré au cours des dernières décennies. Alors, ça veut dire que ces jours-ci, on a un survie à 1 an de 90 à 95 pour les receveurs d'une transplantation hépatique à 1 an. À 5 ans, on a un taux de survie de 80 %. Alors, ça veut dire que au moins 80 % des gens vont survivre au-delà de 5 ans. Mais il faut aussi prendre en note que la survie à long terme au-delà d'1 an est restée un peu stagnante, mais ça, c'est parce que les gens, les receveurs doivent prendre des médicaments anti-rejet à vie pour protéger leur foie et les patients récipiendaires vont avoir un risque plus élevé de cancer, de maladies cardiaques, de diabète et d'infection. Et aussi, il y a possibilité à long terme de développer une cirrhose à nouveau dans la greffe. Pour chaque receveur, on veut vraiment équilibrer les avantages des médicaments anti-rejet avec le risque de complications et vraiment nous assurer que leurs soins soient optimisés à long terme. Alors, encore pour ce qui est du donneur de foie vivant, alors c'est vraiment un temps d'attente minimal. L'opération est programmée à un moment propice. On a un retour plus rapide à la santé, meilleur résultat à long terme et les donneurs ont tiré une grande satisfaction de faire le don de la vie. Qui peut être un donneur de foie vivant? Les personnes âgées de 16 à 60 ans qui sont en excellente santé mentale et physique. Ils ont une fonction hépatique normale, un poids santé par rapport à la taille et ils ont un bon soutien de leur famille et de leurs amis et le choix est complètement volontaire. Qui ne peut pas être un donneur de foie vivant? Alors, c'est une personne de moins de 16 ans ou de plus de 60 ans, s'ils ont la diabète, des antécédents de cancer, s'ils ont un indice de masse corporelle supérieur à 35 kg par mètre carré, ayant des antécédents de pontage aorto-coronarien ou de crise cardiaque, etc. Et d'autres facteurs qui peuvent être identifiés lors du processus d'évaluation. Alors, vraiment, la sécurité des donneurs est notre priorité absolue dans un programme de transplantation. Alors, au Canada, comme j'avais dit, il y a 2 programmes où le don vivant est offert. Au UHN, alors le réseau de santé universitaire, on a au-dessus de 70 greffes reliées aux donneurs de foie vivant, parmi un total au-delà de 200 par an. Et à Edmonton aussi, ils offrent le don de foie vivant aussi. Pour le processus d'évaluation des donneurs de foie vivant, alors on a ces différentes étapes qui vont être suivies. Alors, le donneur de foie vivant va compléter un formulaire avec avec les antécédents médicaux, le groupe sanguin, etc. Il y a une visite initiale avec des tests sanguins, etc. On a d'autres tests d'imagerie qui vont être effectués, des consultations avec la psychiatrie, les travailleurs sociaux. Le travailleur social, on va discuter les risques au niveau chirurgical et une consultation médicale indépendante et finalement la préparation à la chirurgie. Et la chirurgie, c'est une chirurgie qui va durer de 6 à 8 heures finalement. Alors, une personne sur 5 qui demande à être un donneur de foie vivant à Toronto est autorisée pour la chirurgie. Il y a un processus post-opératoire pour les donneurs vivants. Alors, il y a un suivi post-opératoire, finalement le retour au travail vers 1,5 à 2 mois, puis finalement une vérification du bien-être. Il y a quelques risques
associé avec le donneur vivant. Alors, un donneur de foie vivant sur 4 peut éprouver des complications. La plupart des complications sont bénignes et temporaires, telles le saignement ou l'abcès ou les caillots sanguins. Mais on n'a eu aucun décès du donneur de foie vivant. Et ça, c'est parmi une expérience d'au-delà de 1000 donneurs vivants. Et on a aussi plusieurs de ces donneurs vivants qui peuvent être anonymes. Alors, au-dessus de 100, excusez-moi, au-dessus de 100 donneurs vivants qui ont été anonymes. Alors, ça veut dire qu'ils n'avaient aucune relation, ils ne connaissaient pas leur récipiendaire. Finalement, le bilan de santé du donneur à 4 à 6 semaines, de la demande du donneur jusqu'à la chirurgie, en moyenne 8 semaines, 94 jours en moyenne pour les donneurs de foie vivants anonymes, une hospitalisation pendant 5 à 7 jours et bien des donneurs vont retourner au travail dans un délai de 6 à 8 semaines. Des éléments pratiques à prendre en considération. L'évaluation va commencer une fois que le receveur a été adressé et qu'il a été jugé admissible ou placé sur la liste d'attente. L'équipe chargée des donneurs va être distincte, complètement distincte de celle chargée des receveurs. Les tests vont faire au moment qui convient aux donneurs et les donneurs vivants sont admissibles au remboursement de la plupart de leurs dépenses personnelles, notamment des frais de déplacement et d'hébergement. Et finalement, 95% des donneurs de foie vivants feraient de nouveau un don. Alors, c'est ça qui est vraiment, il y a un taux de satisfaction qu'on a vraiment aidé la survie, on a permis la survie du récipiendaire. Finalement, ça, c'est les informations relatives à devenir un donneur. Il y a un formulaire qui doit être rempli et le coordonnateur des donneurs vivants va reviser ça et appeler le donneur qui se présente et finalement, une évaluation complète est effectuée. Pour ce qui est des récipiendaires, comment vont-ils trouver un donneur de foie? Alors, ça peut être des étrangers, comme j'avais dit, des donneurs anonymes et la communauté et les proches. Alors, la plupart des gens vont être des membres de familles proches ou des amis qui sont très proches, la communauté, des condisciples, des collègues de travail, l'équipe sportive, etc. et les donneurs anonymes. Alors, finalement, je vais conclure en sommaire. J'espère que je vous ai convaincu que le foie remplit des fonctions multiples qui sont essentielles à la vie. C'est vraiment un organe très complexe. C'est notre usine. L'usine du corps, c'est l'usine chimique de notre corps. C'est un organe qui a vraiment une capacité unique de régénération rapide. Il y a plusieurs causes différentes de maladies chroniques du foie. La stéatose hépatique, qui est présentement la maladie chronique du foie la plus courante au Canada. Alors, ça affecte jusqu'à 25% de la population. J'en ai pas parlé tantôt, mais c'est un pourcentage des gens qui ont la stéatose qui vont finalement développer l'inflammation et la cirrhose. La cirrhose prend des décennies pour se développer. Le cancer du foie apparaît le plus souvent dans le cadre d'une cirrhose. Il faut comprendre qu'il n'y a aucune dialyse qui existe pour remplacer les fonctions très complexes du foie. Et finalement, la transplantation hépatique est un traitement salvateur pour les personnes souffrant d'une maladie du foie en phase terminale et pour le cancer du foie aussi. Et aussi pour des conditions métaboliques, etc. Alors, le donneur vivant peut vraiment être contemplé ou considéré pour la transplantation hépatique pour permettre la survie de la personne qui attend
avec une maladie du foie chronique sur la liste d'attente. Alors, merci beaucoup pour votre attention et je pense qu'on va procéder avec la discussion par Robert Morin, Monsieur Morin, qui va nous parler aussi de son expérience et aussi on va procéder avec notre discussion à table ronde. Mais il me ferait grand plaisir à répondre à vos questions. Merci. Wow, c'est une photo de moi, ça. Oui, ça, c'est à peu près une photo à peu près une semaine après ma greffe. Je vais vous introduire, M. Robert, si ça vous va. Donc, merci pour cet excellent aperçu, Dr. Batt. Et enfin, j'ai le plaisir de vous présenter M. Robert Morin, notre patient conférencier. Robert Morin est un Franco-ontarien d'Ottawa qui s'est retiré cette année après presque 34 ans dans la fonction publique au ministère d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada. Au moment où il allait terminer les études au Collège Algonquin, il fut diagnostiqué avec l'hépatite auto-immune, une maladie chronique du foie, mais a toutefois réussi à mener une vie normale comme vous et moi. En avril 2010, seulement 2 mois après sa chirurgie, il est devenu un bénévole pour la Fondation canadienne du foie. Robert est ici pour partager avec nous le succès de sa greffe de foie. Donc, je vais donner la parole à Robert. Okay. Merci beaucoup, May. Donc, bonsoir tout le monde. Comme je rentrais à la maison un jour en février 1988, je ressentais des douleurs d'aiguille partout sur mon corps, au point que je pouvais à peine marcher. Beaucoup de muscles me donnaient des douleurs. Après une visite chez le médecin de famille et quelques analyses de sang, les résultats ont indiqué un problème avec mon foie. Ensuite, j'ai été référé à un gastro-entérologue et 2 mois plus tard, dans l'hôpital général d'Ottawa, j'ai subi une multitude de tests tels que des biopsies du foie. Il a été confirmé que je souffrais d'une hépatique auto-immune et d'une greffe du foie était déjà envisagée. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, l'hépatite auto-immune se produit lorsque le système immunitaire de votre corps est trop actif. Donc, décide d'attaquer, dans ce cas, vos cellules hépatiques. Je n'ai pas contacté cette maladie. C'est simplement mon corps qui a décidé d'attaquer mon foie. J'ai été envoyé à Toronto pour rencontrer un hépatologue et après d'autres analyses de sang, il a confirmé qu'avec des médicaments seuls, comme la prednisone, que je pouvais vivre une vie normale pendant plusieurs années, même si plus de 50% de mon foie avait déjà été détruit par la cirrhose. Au fil des années, on m'a dit que le foie finirait par cesser complètement. À la fin de 2008, alors que j'approchais de la mi-quarantaine, il était maintenant nécessaire de faire la liste des greffés. En juillet 2009, j'ai commencé de nombreux tests et assisté à plusieurs réunions à l'hôpital Saint-Luc de Montréal. Puis, le 14 septembre, j'ai reçu un appel me confirmant que dans le groupe sanguin O, j'étais classé 9e sur la liste des greffés sur 112 patients. J'étais très surpris que j'étais déjà si haut sur la liste. Comme envisagé, j'ai commencé à me préparer pour ce jour très important. Je me suis préparé un sac de voyage léger et préparé une liste détaillée pour couvrir tous les sujets possibles. Avec l'aide de la Fondation canadienne du foie, j'ai reçu la chance de pouvoir contacter des greffés et de leur faire partager leurs histoires et expériences personnelles. J'ai constamment fait de la recherche sur l'Internet, déterminé à me préparer de toutes les manières possibles. Tous les vendredis, j'ai appelé à l'hôpital Saint-Luc pour savoir mon statut sur la liste d'attente. Le 24 janvier 2010, j'ai reçu l'appel téléphonique. Ils m'ont peut-être trouvé un foie. Environ 1 heure plus tard est venu le deuxième appel.
C'était une fausse alerte, car le foie a été déclaré inapte. Un mois plus tard, vendredi le 19 février, on me dit que j'étais 5e sur la liste d'attente, ce qui signifie que la chirurgie devrait avoir lieu dans quelques mois. Faux. Dès le lendemain matin, le 20 février, j'ai reçu l'appel que mon nouveau foie était prêt, sur glace, et que la chirurgie à Montréal commençait vers 17 heures. Cette fois, tout s'est bien déroulé. L'opération était un grand succès et le chemin vers la guérison s'est déroulé comme prévu. Je suis resté près de 4 semaines à l'hôpital et 2 semaines à la maison des greffés pour récupérer tout en étant suivi par le personnel hospitalier. J'ai si bien récupéré que j'ai été déclaré leur patient le plus normal après seulement 33 jours d'opération. Un grand merci à mon chirurgien et à l'équipe de greffe. Mais je remercie tout particulièrement mon donneur anonyme et sa famille pour leur don d'organes. Peu de temps après, je me suis joint au coin des coureurs, en tant de marcheur et coureur de courte distance. J'ai couru des courses de 5 et 10 km pendant 5 ans. J'ai aussi repris le hockey sur glace pendant 4 ans. Maintenant, je joue au badminton depuis 2015. J'ai participé aux Jeux canadiens des greffés à 3 reprises, soit en 2012, 2014 et 2016, comme les 2 autres photos que vous voyez. C'est une belle expérience de montrer que nous sommes encore capables. En 2018, j'ai fait une entrevue à la radio CBC et mon histoire a également été publiée dans les 2 journaux d'Ottawa. Je suis porte-parole de la Fondation Partenaires Santé et je fais du bénévolat avec la FCF depuis 2010. En terminant, je tiens à vous remercier encore une fois de m'avoir accordé votre temps pour écouter mon histoire. Est-ce qu'il y a des questions? Super, merci Robert et Oui. Dr. Batt pour votre excellent aperçu. Et en fait, on va continuer et terminer avec notre séance de questions-réponses sur une table ronde. On va juste demander la première question qui est venue sur notre Facebook feed, puis ensuite Maï peut demander la deuxième question. La première question ici pour vous, Dr. Batt, était une clarification d'une fibrose de la cirrhose. Et combien de temps entre une fibrose de stade 4 et vers une cirrhose? OK. Alors, la fibrose menant à la cirrhose, habituellement, ça prend des décennies, mais le taux d'accumulation de fibrose peut varier d'une personne à l'autre. Alors, il y a des cas où on peut voir une fibrose accélérée dans 10 à 20 ans versus dans d'autres cas, 30 à 40 ans. Alors, ça varie d'une personne à l'autre. Il y a probablement des composants génétiques qui vont vraiment contribuer à un taux accéléré versus un taux moins rapide. Et il y a d'autres personnes qui vont même être protégées contre la formation de fibrose, de cicatrices menant à la cirrhose. Pour ce qui est des stades de fibrose, on a 4 stades de fibrose, la fibrose de stade 1, 2, 3 et 4. Alors ça dépend du niveau de collagène qui est déposé dans le foie. Alors, on a des critères histologiques utilisés par les pathologues, les pathologistes, qui vont reviser les diapositives, les biopsies de tissus du foie et déterminer à quel stade un patient est. Et la stade 4, c'est équivalent à la cirrhose. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question, mais c'est comme, on ne peut pas vraiment dire que dans une personne, ça va être un taux d'accélération de 3 à 4 décennies versus un autre, une décennie. Ça va varier. Il y a
des différences interindividuelles. Parfait, merci. May? Merci pour cette réponse, Dr. Batt. On va procéder avec la prochaine question qui était sur le live de Facebook. Donc, on avait une question qui a trait à la condition de vie du donneur du foie. Donc, la question était, est-ce qu'il y a des répercussions à long terme pour le donneur de foie? Oui, alors, d'après ce qu'on a vu dans notre programme, on ne voit pas de répercussions à long terme pour le donneur du foie. Comme j'avais dit tantôt, vraiment, c'est une capacité vraiment phénoménale du foie qui permet la régénération dans 3 mois. Comme on peut atteindre un taux, un volume qui est à 92 du normal à 3 mois après avoir donné un morceau de foie au récipiendaire. Pour ce qui est des répercussions, alors au moins dans notre programme, on n'a pas eu de problème pendant nos suivis des donneurs. On ne voit pas de répercussions au niveau de la santé du donneur. Et maintenant, on a une expérience de 20 ans au moins parce qu'on a commencé le programme du donneur vivant en 2002 et on n'a pas vu de répercussions à long terme. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Batt. Je vais laisser la parole à Nem pour la prochaine question. D'accord. Une question pour vous, Robert, une question générale, mais je sens que vous aurez des détails ici. Selon vous, quels sont les plus grands obstacles ou défis au cours de votre parcours? J'ai manqué le début de la première phrase. Ma Non, femme a fermé la porte. Non, c'est pas grave. Juste, selon vous, les plus grands obstacles ou défis au cours de votre parcours? Oui, tu as raison. J'ai vécu avec la maladie pendant 22 ans avant la greffe. Beaucoup moins que vous pensez. Je peux dire que les 20 premières années sur 22, je vivais une vie très normale, très belle vie. Je jouais quand même les sports, sauf la première année. Mon médecin m'avait défendu parce qu'il disait mon taux de les plaquettes étaient trop basses. Il m'a défendu de finir mon saison de hockey parce qu'il dit si tu te coupes, tu vas mourir peut-être. Je ne sais pas comment basse étaient mes plaquettes à ce temps-là. Mais non, ça a été très bien. J'ai plus ou moins eu les dernières dernière année, les symptômes ont commencé à rentrer. Mais le symptôme le plus fréquent, justement, oui, était la fatigue. Donc, faut que tu t'ajustes à la vie où tu es un peu plus fatigué durant la journée. Donc, j'en ai cogné des clous au bureau. Puis, tombé endormi. Moi, je travaillais devant un ordinateur aussi la journée longue. Donc, demeurer réveillé durant la journée, c'est impossible, même proche. Ça, c'est la fatigue le plus marquant, sauf la dernière année, parce que là, j'avais plus de symptômes. Encore plus jaune. J'avais toujours froid aux extrémités, je me rappelais. Et d'autres changements personnels. Je ne peux pas dévoiler, là. Super, merci. La vie est pas mal plus belle après la greffe. Fantastique. Autre question? Oui, juste une autre question ici. Si quelqu'un n'est pas éligible pour une greffe du foie, à quelles conditions de vie peut-on s'entendre? Quel sera le prognostic à court terme et à long terme? Une question peut-être qui est un peu similaire que la question avant, Dr. Batt, mais peut-être une condition de vie que la personne peut s'atteindre. Oui, alors, c'est un peu complexe comme question. C'est une question assez complexe parce que
ça va dépendre de la raison pour laquelle la personne n'est pas éligible. Alors, parfois, les gens peuvent avoir une condition cardiaque qui n'est pas corrigible. Comme ça, on peut avoir une contre-indication à cause de cette maladie cardiaque. Parfois, les gens peuvent avoir un cancer du foie qui s'est déjà répandu au-delà du foie. Et le patient, l'individu ne répond plus aux critères de la transplantation hépatique. Alors là, le pronostic va être un peu dicté par le cancer plutôt que la maladie du foie. Alors, c'est un peu complexe comme question parce qu'il y a différentes raisons pour lesquelles quelqu'un ne peut pas être éligible. Une autre raison qui peut mener au manque d'éligibilité, c'est comme la fragilité de conditions physiques de l'individu. Alors, par exemple, quand la cirrhose du foie devient très avancée, différents individus vont répondre avec différents... comme ils vont avoir différentes répercussions au niveau de leurs conditions physiques. Mais la réalité, c'est que la condition du foie, la cirrhose du foie est associée avec un processus catabolique. Ça veut dire que les muscles sont plus faibles au fil du temps à cause que les protéines ne sont pas produites, etc. Alors, ça veut dire que les gens vont devenir plus faibles. Et si quelqu'un devient trop faible pour même survivre à une transplantation hépatique, qui est vraiment une grosse chirurgie, finalement, ils ne vont plus être éligibles. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle devenir trop malade pour une transplantation. Alors là, le pronostic va être plus dicté par la fragilité de la condition physique avec la dysfonction du foie. Alors, c'est une très bonne question, mais c'est une question qui est très complexe parce qu'on ne peut pas donner une réponse fixe parce qu'il y a différentes raisons, des raisons différentes pour lesquelles quelqu'un ne va pas être éligible pour la transplantation. Parfait, merci. Alors, on va se demander peut-être 2 autres questions. Maï, si tu veux demander une autre question, puis je peux finir avec la dernière question. Oui, bien sûr. Donc, une autre question qu'on avait eue sur le live de Facebook, c'était combien de temps entre un diagnostic de CBP et une possibilité de transplantation? Ça aussi, ça varie. Alors, les personnes qui répondent au ursodiol, qui est un médicament, qui est le médicament standard donné pour la cirrhose biliaire primitive, comme la plupart des gens vont répondre à ça et ne vont pas avoir besoin de transplantation. Mais il y a d'autres patients, d'autres individus qui ne vont pas bien répondre et vont avoir besoin de médicaments plus avancés, tels l'acide je ne sais pas comment le dire en français, mais obeticholic acid. Alors, ça, c'est le médicament un peu plus poussé au-delà de ursodiol. Alors, les gens qui ne répondent pas à l'ursodiol vont être considérés pour ce médicament un peu plus avancé. Mais finalement, quand un individu ne répond plus à ces médicaments et continue à progresser, ça peut mener à une transplantation en dedans d'une décennie, mais ça peut aussi être au-dessus de 20 ans. Alors, ça dépend de la progression de la condition. Et ça aussi, c'est vraiment individuel. Bien sûr, merci. La dernière question ici, pour les personnes qui vivent avec une cirrhose due à l'alcool, est-ce que le facteur de l'alcool comme une cause affecte leur admissibilité ou l'éligibilité à une greffe du foie? OK.
Alors ça, c'est une bonne question et ça dépend où on vit, parce que dans les années récentes, je dirais qu'on a eu beaucoup plus de reconnaissance de l'alcool comme une condition qui mérite une évaluation beaucoup plus poussée. Alors, en Ontario, par exemple, on a un système où même les gens qui sont abstinents moins de 6 mois sont considérés pour la transplantation. Traditionnellement, les gens qui n'étaient pas abstinents au moins pour 6 mois n'étaient pas considérés. Et ça, c'était à cause de différentes raisons. Il y avait différentes raisons pour ça. Une raison, c'était pour déterminer si la personne pouvait être, allait être vraiment adhérent et suivre l'abstinence à long terme. Alors, on voulait voir si l'individu allait pouvoir demeurer abstinent de l'alcool à long terme. Et l'autre chose, c'est que j'en avais parlé tantôt, que le foie est capable de se régénérer. Alors, particulièrement chez les gens qui sont un peu plus jeunes, comme dans la trentaine, on va voir vraiment une régénération et une récompensation de la cirrhose. Même s'ils ont développé la cirrhose due à l'alcool, il y a beaucoup de personnes, la plupart des gens qui sont jeunes et ont une cirrhose alcoolique vont pouvoir avoir une récompensation assez importante. Et là, ils vont même perdre leurs indications pour la transplantation. Alors, traditionnellement, c'était ça qui avait mené à ces critères d'abstinence d'au moins 6 mois. Mais dans les années récentes, en Ontario, on a établi un programme qui est vraiment adopté maintenant comme les critères absolus où on accepte les personnes qui n'ont pas été abstinents pour 6 mois, mais qui sont vraiment, on effectue une évaluation psychiatrique très poussée et très complète pour déterminer comme un peu le commitment, je ne sais pas comment le dire, là, mais vraiment l'adhérence, la détermination de la personne, la motivation de la personne pour demeurer abstinente. Puis ils ont les ressources et ils ont un peu engagé dans un programme de réhabilitation pour demeurer abstinent de l'alcool à long terme. Alors, puis on voit qu'ils sont vraiment déterminés. On effectue des tests d'urine pour nous assurer qu'il n'y a pas de métabolite de l'alcool et tout ça. Alors, il y a vraiment un système, un programme qui nous permet d'évaluer la personne complète du point de vue du foie, mais aussi du point de vue psychiatrique et social pour vraiment entourer et aider l'individu à avoir du succès à long terme et demeurer abstinent. Et on a vu des taux de survie très impressionnantes et aussi à long terme, on voit que la plupart de ces individus sont très bien, ils fonctionnent très bien à long terme et n'ont pas de récidive. Alors, vraiment, on a vu beaucoup de succès avec ce programme et c'est un programme qui aussi est suivi dans plusieurs provinces et États à travers le monde maintenant, ce type de programme. Et alors, on a beaucoup plus de compréhension de la maladie et on a des programmes qui vont vraiment adresser non seulement côté hépatique, mais aussi psychiatrique et social pour aider les gens à retourner à une condition de santé. Parfait, merci pour cette réponse compréhensive. Et alors, nous allons conclure notre webinaire de ce soir. Je vais profiter en ce moment pour remercier Maë pour son rôle comme coach, Dr.
Bat et Robert aussi pour leur excellente présentation. Je tiens également à remercier nos partenaires de UHN, Centre de transplantation Ashmera et du Centre de dons vivants pour leur aide dans ce webinaire éducatif aujourd'hui. Commencément, ce webinaire sera disponible sur la page Facebook de la Fondation canadienne du foie et le réseau universitaire de santé, ainsi que sur la chaîne de YouTube dans les prochains jours. Alors, pour en savoir plus sur les maladies du foie ou pour en savoir plus sur la Fondation canadienne du foie, veuillez visiter foie.ca et assurez-vous de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour obtenir toutes les informations les plus récentes et de conseils sur la santé du foie. Aussi, pour plus d'informations sur la greffe et les dons d'organes vivants, veuillez visiter uhnTransplant.ca pour des informations additionnelles. Et juste une dernière remarque, du 11 au 17 septembre sera également la semaine du don vivant. Il s'agit d'une semaine de sensibilisation avec des événements et des activités virtuelles axées sur l'amélioration de l'accès de l'équité dans les dons d'organes vivants et le profilage de travail de l'équipe de transplantation et la célébration de nos incroyables donneurs vivants, receveurs de greffe et partenaires communautaires. Donc, merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et jusqu'à la prochaine fois.